En France, 600 à 700 femmes choisissent chaque année d'accoucher dans le secret de leur admission et de leur identité. Isabelle Jeanne-André, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons ce soir parce que vous publiez Les Roses du mensonge, secret d'une née sous X, un récit autobiographique autour de la quête de ses racines. C'est un témoignage très fort, poignant, autour de votre histoire. Vous y relatez les différentes étapes de votre vie. On y voit aussi se dessiner, on en parlera tout à l'heure, les étapes de l'engagement dans un combat, parce que vous vous êtes engagé au fur et à mesure de ces différentes années. Vous avez voulu, avec ce livre, faire savoir que la naissance sous X, véritablement, c'est une souffrance et c'est une aberration aussi. Oui, les deux. Les deux. C'est une souffrance et une aberration. C'est une souffrance parce qu'il est inconcevable de ne pas savoir d'où on vient ni de qui on est né. Reconnaître un enfant, c'est pas forcément accepter d'en prendre la charge. C'est juste le reconnaître comme celui qu'on a mis au monde et les choses peuvent s'arrêter là. Faut savoir que la France est quasiment le seul pays qui a l'accouchement sous X. Les autres pays d'Europe ne l'ont pas, sauf une exception avec les Pays-Bas et une petite aussi avec l'Italie. Mais c'est une exception, vraiment... vous le dites, ça remonte à la Révolution française. Hein. C'est justement l'accouchement dans l'abandon secret. Ça a évolué au fur et à mesure des années. Ça a évolué. Les lois qui régissent encore l'accouchement sous X sont celles du régime de Vichy, qui avait été mis en place pour protéger les femmes qui avaient eu des enfants avec l'ennemi. Voilà. On est toujours avec ce dinosaure qui n'a plus de sens et avec les progrès que fait la psychologie et la pédopsychiatrie aussi, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui ne devrait plus être. Parce que ça empêche l'enfant véritablement de se construire. Vous le dites, c'est pas nécessairement pour que le parent s'occupe de l'enfant, mais au moins que l'enfant par la suite, quand il devient plus grand, puisse connaître ses racines, savoir d'où il vient, quelle est sa lignée, c'est ça, pour se construire ensuite. Il y a deux choses. Il y a la première chose qu'un né sous X dit quand on lui pose la question pourquoi chercher, il va dire qu'il a besoin d'une histoire. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une histoire pour comprendre pourquoi on est là et pour que ça ait un sens. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est existante et dont on parle pas, parce que c'est pas envisageable tellement, c'est que l'accouchement sous X, c'est une histoire qui débute avec un abandon. Un abandon, c'est un nourrisson qui va se retrouver tout seul et qui, à ce moment-là, n'a pas de verbe pour pouvoir mettre des mots sur sa souffrance. Et c'est un arrachement, littéralement un arrachement. Et en fait, il y a un besoin de rattraper son histoire, mais là, il n'y a pas d'histoire qui justifie dans l'absolu un abandon ou qui ne le justifie pas. Chaque femme peut avoir un jour la nécessité d'abandonner un enfant. Et en même temps, pour l'enfant, ça reste toujours pas... Il peut comprendre, mais ça s'entend mal. Hein, c'est quelque chose qui s'intègre mal quand même d'avoir été abandonné. Voilà. Mais cet arrachement-là de l'enfant, c'est quelque chose du nourrisson, c'est vraiment quelque chose qu'on traîne toute sa vie et sur laquelle on ne peut pas travailler parce que c'est juste des sentiments et c'est pas quelque chose qui a pu être verbalisé. Donc, et vous en parlez, vous le dites justement tout de même dans cet ouvrage, vous parlez de parce que vous avez été adopté à l'âge de 9 mois, oui. Et de ces 9 premiers mois, vous gardez des souvenirs. Oui. Vous en parlez, vous les écrivez. Oui. Vous vous souvenez de ces moments. Oui. C'est surprenant parce qu'en règle générale, on ne se souvient pas de ces premiers mois. Non, ce ne sont pas des souvenirs d'images réelles ce sont des souvenirs de sentiments. C'est quelque chose qui n'est pas verbalisé. On peut le décrire, mais on est incapable de donner des détails précis. Par contre, on se souvient pertinemment de ce qu'on a ressenti, et c'est vraiment gravé dans un coin du cerveau qui n'a jamais été nettoyé, puisqu'on garde en mémoire tout ce qu'on a ressenti avant d'apprendre le langage. Et ensuite, il faut essayer de se construire à travers ces différentes étapes de sa vie en gardant cet héritage-là, justement, ces 9 premiers mois. En ce qui vous concerne, avant d'être adopté, il a fallu plus de 40 ans, 46 ans avant que vous n'ayez envie, en tout cas le déclic pour publier, écrire cet ouvrage. Vous me disiez tout à l'heure que ça a été très rapide ensuite pour l'écrire, mais il a fallu tout de même un déclic. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que ça y est, faut que ça sorte, que ce soit par écrit, et voilà.
J'ai eu envie, c'est au départ un livre que j'ai eu envie d'écrire pour mes enfants. Je n'avais même pas l'idée d'en faire un livre avec une couverture et je voulais laisser une trace écrite à mes enfants. Je trouve que on a besoin de se référer à une histoire. J'avais perdu ma mère adoptive il y a quelques années et je me suis rendu compte plusieurs fois, je me suis dit il y a des tas de choses que je pourrais plus lui demander. On a des fois des questionnements, on les oublie, on se dit on remet à plus tard, on posera la question demain, et puis un jour c'est trop tard. Et moi j'ai eu envie du coup de laisser une trace à mes enfants avec une histoire qui soit vraiment construite chronologiquement. Et aussi c'est une façon de m'excuser parce que quand on est en recherche, c'est quelque chose de viscéral. Et en tant que maman, on essaye d'être là et on n'est pas complètement là pour son entourage non plus. Il y a une partie qui n'est jamais parfaitement dans ses chaussures. Parce que vous avez été en recherche pendant une très grande partie de votre vie. Alors, pas dès les premières années, mais vers quel âge? À peu près vers l'adolescence où vous avez commencé à vous poser un peu plus de questions par rapport à des éléments que vous avez eus, qui sont arrivés dans votre vie. Les questions, je m'en suis toujours posée. J'ai eu... En fait, c'est un peu comme un deuil. On dit qu'il y a différentes étapes dans un deuil, mais je crois que depuis l'annonce de l'abandon, enfin la prise de conscience de ce que c'est qu'un abandon jusqu'au moment où on se dit qu'on va rechercher, et même au-delà, on doit aussi franchir tout un tas d'étapes. Et il y a des étapes qui passent aussi par la colère, il y a des étapes qui passent par le déni. J'ai eu toute une période de ma vie adolescente où je ne voulais pas savoir et je ne voulais surtout pas chercher. Je me disais que de toute façon... Par exemple, à 18 ans, c'est à 18 ans qu'on a le droit d'avoir accès à des éléments, en tout cas du dossier de votre naissance, mais ce n'est pas à 18 ans pour autant que vous êtes allé les chercher, ces éléments. Non. Et ça, c'est quelques années pour ça. Oui. Parce qu'en fait, on a, mais là je parle pour nous, parce que comme je suis en contact avec beaucoup de gens dans mon cas, c'est quelque chose que je peux constater comme général, mais on a toujours cette crainte d'être ingrat vis-à-vis des parents adoptifs, si on recherche ses origines et de les mettre en concurrence, alors qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y en a pas. Chaque parent a fait sa part, il y en a qui ont mis au monde, et il y en a qui ont élevé. Personne ne peut prendre la part de l'autre, ils sont vraiment complémentaires, mais on a toujours cette peur de se dire, s'ils savent que je recherche, ils vont se dire qu'ils ne me suffisent pas et qu'on les trahit quelque part, qu'on les trahit. Et vous l'avez dit, vous êtes en contact avec d'autres nés sous X parce que, je le disais en introduction, vous vous êtes engagé ensuite pour des associations d'aide à la recherche. Vous aidez aussi les autres enfants dans la même situation que vous à retrouver leurs parents. C'était aussi nécessaire pour vous de vous engager de cette manière-là, d'avoir un combat véritablement. Vous avez manifesté aussi pour ça, que le lever, par exemple, de ce secret, de cette naissance sous secret. Mais je trouve qu'on n'est pas entendu. D'abord, il y a quelque chose qui est la solidarité entre nous, parce qu'on n'a pas besoin de se parler pour savoir ce qu'on ressent. Et en plus, comme c'est quelque chose qu'on ne dit pas, il y a quand même un gros tabou autour de l'adoption, surtout des gens de ma génération et des précédentes. On ne parlait pas facilement de l'adoption, les parents ne le disaient pas et n'en parlaient pas à l'entourage non plus. Donc on a quelque chose entre nous comme ça qui nous rend très solidaires. On a beaucoup de mal à se faire entendre parce qu'en face de nous, on a le lobbying des parents adoptifs, on a les défenseurs des droits de la femme qui ne savent pas le mal qu'ils font aux femmes, parce que je parle des nés sous X, mais nos associations, elles sont pleines de mamans de naissance qui ne se remettent pas de cet abandon et qui trouvent que d'avoir coupé les liens et de les avoir empêchés de donner leur identité, avec ce côté irréversible, c'est une douleur dont elles peuvent pas faire grand-chose pour s'en guérir, étant donné que rechercher leur enfant, ça leur est aussi difficile pour elles que nous, retrouver nos parents. En 2002, il y avait une évolution un petit peu du côté de la loi, en tout cas des politiques qui s'étaient saisies du problème. Ségolène Royal qui avait poussé à la création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Ça avait servi à quelque chose. Aujourd'hui, 11 ans après, il en reste quoi ? On y a beaucoup cru dans cet organisme. Dans les faits, il a finalement très peu de pouvoir pour faire des recherches. Et il y a une très mauvaise gestion et du contact avec les enfants qui ont été abandonnés et avec les mamans de naissance, aussi bien quand ce sont elles qui font les démarches pour retrouver leur enfant que quand on doit les contacter, enfin le CNAOP doit les contacter parce qu'un enfant les recherche.
Voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire avec cet organisme-là. Il y a eu un rapport aussi, je reste dans l'aspect purement de la loi, un rapport parlementaire remis en début 2011 qui proposait de faire évoluer la loi en transformant l'accouchement sous X en accouchement dans la discrétion. C'est une idée dont on avait déjà parlé. Ce serait l'idéal. C'est l'idéal. C'est ce qui se passe par exemple en Belgique. Ça préserverait l'identité jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Exactement. Et à 18 ans, l'enfant, s'il le souhaite, pourrait connaître l'identité de ses parents. Il y a une chose qu'il faut comprendre, parce que sinon on ne comprend pas ce que c'est que l'accouchement sous X, c'est que on prétend que c'est fait pour protéger les mères. En fait, les mères n'ont besoin de protéger leur identité que vis-à-vis de la société. Mais elles ne comprennent pas, parce qu'on ne leur explique pas, et que même quand on leur explique, elles ne l'intègrent pas, que l'accouchement sous X rompt les liens complètement et que c'est derrière complètement irréversible. Elles n'ont pas envie de cacher leur nom de leur enfant vis-à-vis de leur enfant. Elles ont envie de le cacher vis-à-vis de la société qui pourrait les juger, qui pourrait... Voilà. Mais vis-à-vis de l'enfant, non. Et en Belgique, on voit des enfants qui sont donc nés, mais pas sous X, sous accouchement protégé, et qui attendent sereinement la majorité, qui ont tout le temps de tisser des liens parfaits avec les parents adoptifs, parfaits dans le sens sans angoisse, sans justement questionnement. Qu'est-ce qu'ils vont dire si jamais je recherche, puisque tout le monde sait que de toute façon, l'enfant pourra. Voilà. Personne ne compte sur l'anonymat pour empêcher quoi que ce soit. Il y a beaucoup de discussions actuellement autour du mariage pour tous, de ce mariage homosexuel. Oui. Et puis ensuite, il y aura à l'Assemblée une autre discussion autour d'une évolution autour de la loi des familles, avec l'introduction sans doute de la procréation médicalement assistée, de la GPA aussi, la gestation par rapport autrui. Vous en pensez quoi? GPA, PMA? Alors, GPA, PMA... Ils vont se retrouver, ce sont des gens qui vont être amputés de 50% de leurs origines. C'est déjà dramatique. Je suis pire encore pour la GPA. On se retrouve avec le même problème que pour les nés sous X, à savoir qu'il y a une question de l'arrachement de l'enfant qui naît et qui se retrouve subitement complètement coupé de celle avec qui il a été relié pendant 9 mois. Et c'est encore pire. Donc, je suis pas... Dans l'absolu, je suis persuadée qu'un enfant peut parfaitement grandir heureux au milieu d'un couple homosexuel. Je n'ai aucun doute là-dessus. La seule chose qui m'angoisse, c'est l'augmentation du nombre de candidats à l'adoption. Parce qu'on sait en France, mais on n'en parle pas, qu'il y a quand même énormément d'incitations à l'abandon. Pour la bonne raison que ça coûte beaucoup moins cher pour la société et pour l'État de faire adopter un enfant que d'avoir à aider la mère et l'enfant avec tout un tas d'aides sociales diverses et variées. Donc il y a de l'incitation dès les cliniques, dès les maternités. Quand une femme est en situation difficile, on lui propose immédiatement l'abandon, et pas l'abandon tout seul, parce que pourquoi pas, ça n'empêche pas l'abandon sous X. Obligatoire. Puisque vous parlez de l'administration, justement, de choses qu'on ne dit pas forcément. Lorsque vous avez voulu accéder à votre dossier, vous avez eu le sentiment, et ça aussi vous l'écrivez, qu'on vous cachait des choses? Oui. Vous avez le sentiment, encore aujourd'hui, qu'on vous a caché des choses? Mais j'en ai la preuve. Je me suis rendue 3 fois à l'aide sociale à l'enfance pour voir mon dossier. 3 fois, la loi le stipule, qu'on a le droit à l'intégralité du dossier. Alors, ils s'amusent beaucoup à mettre du blanco sur des noms quand il y a la notion de secret. Mais normalement, tous les documents doivent y être. Et moi, les 3 fois où je suis allée à la DAS, les 3 fois, mon dossier était différent. Aujourd'hui, votre combat, vous en êtes où de ce combat? Vous continuez les recherches? Je continue les recherches. Je continue et je crois que je pourrais pas arrêter. Est-ce que vous avez changé l'approche, en tout cas, de ces recherches? Vous vous sentez peut-être aussi plus apaisé d'avoir, en tout cas, mis ça par écrit, de pouvoir le transmettre à d'autres? C'est un témoignage aussi pour vos enfants, petits-enfants également? Oui. Oui, je suis apaisée par le livre, mais il n'empêche que j'ai toujours cette place vacante énorme et monumentale qui reste à combler. Voilà, pas seulement parce que j'ai besoin de savoir qui je suis, mais moi j'ai foncièrement besoin de savoir qui est ma mère. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour témoigner. Je rappelle cet ouvrage, Les Roses du mensonge, que vous éditez d'ailleurs. Pour se le procurer, il y a un site internet, un Facebook aussi où on peut avoir toutes les informations. Et puis vous pourrez bien évidemment, n'hésitez pas à contacter à la rédaction et nous vous donnerons toutes les informations pour vous procurer cet ouvrage et en savoir plus sur votre parcours et toutes les étapes de votre vie depuis la naissance et tous ces témoignages très précis que vous relatez à travers ces différentes pages. Merci beaucoup à vous. Nous allons à présent parler d'un tout autre sujet avant de débuter la page culture, puisque nous allons parler économie, l'implantation du siège de Mercedes à Saint-Quentin-en-Yvelines.